Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure littéraire, l'émission qui vous permettra de faire croire à vos amis que vous avez un minimum de culture alors que vous passez votre vie à regarder NRJ12. Et certaines familles de la mythologie grecque auraient tout à fait leur place sur cette chaîne. Prenons l'exemple des Labdacides. Entre l'inceste, les parricides, les disputes entre père et fils ou les disputes entre frères, on a l'impression que toutes les tares possibles se retrouvent chez cette famille qui régnait sur la ville de Thèbes. Dans l'épisode précédent, nous avions vu comment avait été fondée cette ville depuis le départ de Cadmos jusqu'à sa construction par Amphion et Zétos. Je vais rapidement évoquer ce qui s'est passé entre la mort d'Amphion et la naissance d'Édipe, afin de pouvoir traiter le mythe en lui-même à partir de deux œuvres majeures qui sont Édipe roi de Sophocle et La machine infernale de Cocteau. Et pourquoi ces deux œuvres précisément ? D'abord parce que c'est mon émission donc je fais un peu ce que je veux, mais ensuite et surtout parce que ces deux œuvres traitent le mythe de manière relativement différente et très intéressante. Sophocle vivait dans l'Antiquité, et sa pièce nous livre une version relativement sérieuse du mythe, qui amène à certaines réflexions notamment sur le destin et sur la liberté de l'homme par rapport à ses actions. Cocteau, lui, était un dramaturge du XXe siècle. Il a écrit sa pièce dans les années 30, quand il y avait une certaine mode de l'Antiquité au théâtre, on peut par exemple penser aux pièces de Jean Giraudoux, et il tourne en dérision le mythe et ses personnages, non sans toutefois lui aussi livrer certaines pistes de réflexion intéressantes. Je laisse volontairement de côté l'interprétation qu'en donne Sigmund Freud. L'épisode sera déjà assez consistant avec l'évocation du mythe en lui-même et la vision qu'en donnent les deux auteurs dont je vais parler, il est donc inutile de le surcharger avec la psychanalyse. Parmi les descendants de Cadmos se trouve Labdakos. Il n'a pas vraiment d'intérêt dans notre histoire, si ce n'est que c'est de lui que vient le nom de la famille, les Labdacides. Le fils de Labdakos, c'est Laios. On pourrait croire comme ça qu'il n'y a rien de particulier à dire sur lui, mais c'est en réalité lui qui semble être à l'origine de tous les malheurs de la famille. Laios, quand il était à Pise en Grèce, pas Pise en Italie, a enlevé Chrysippe, le fils de son hôte Pélops, et l'a violé. Pélops a alors demandé à Apollon de maudire Laios, ainsi que toute sa descendance. Devenu roi de Thèbes, Laios épouse Jocaste, appelée Épicaste dans certaines versions du mythe, mais il ne peut avoir d'enfant, ce qui est assez ennuyeux quand on a un royaume à léguer. La raison pour laquelle il ne peut avoir d'enfant, c'est l'oracle de Delphes qui la lui a apprise. Laios voulait en effet savoir ce qu'il risquait s'il avait un enfant, et la réponse de l'oracle est une assez bonne publicité pour la contraception, voire pour la vasectomie. La Pythie, qui est la prêtresse du temple d'Apollon, révèle à Laios que si celui-ci a un enfant, eh bien non seulement il assassinera son propre père, c'est-à-dire donc Laios lui-même, et aura une descendance avec sa mère, à savoir Jocaste. Ça calme, et Laios remet en question son désir d'avoir des enfants. Sauf que Laios, parfois, aime bien boire. Et un soir, après une fête bien arrosée, alors que Laios avait d'autres choses en tête que la prophétie, Jocaste en a profité pour que son mari lui fasse un enfant. Oui, dans la mythologie, sachez que c'est toujours la femme qui pousse l'homme à la faute. Une fois que l'enfant est né, Laios décide de s'en débarrasser d'une manière pour le moins radicale. Du moins, c'est ce qu'il croit. Avec un grand clou, il va demander à ce qu'on lui perce les chevilles et qu'on passe une corde dans le trou afin de les lui attacher, puis qu'on expose l'enfant sur le mont Citérion, afin que les bêtes sauvages puissent en faire leur petit-déj. Mais cela ne se passe pas comme prévu. L'enfant, en effet, sera retrouvé par un berger du roi de Corinthe, Polybe. Ce roi et sa femme ne peuvent avoir d'enfant, ce qui les rend extrêmement malheureux. Ils vont donc adopter celui qui a été retrouvé. Celui-ci se trouve, du fait de sa mutilation, avec les pieds gonflés. Rappelez-vous qu'ils ont été percés avec un grand clou. C'est pourquoi ses parents adoptifs vont le prénommer Oedipe. On retrouve en effet dans ce prénom la racine oidos, qui veut dire en grec ancien le gonflement, l'enflure. On retrouve ça par exemple dans un œdème. Et pous, podos, qui signifie le pied, que l'on retrouve en français moderne dans podologue. Oedipe signifie donc littéralement les pieds enflés. Et ça se prononce Oedipe ou Édipe ? Eh bien, si à l'origine on disait Édipe, tout comme on disait d'ailleurs un édème, aujourd'hui la prononciation Oedipe est tout à fait acceptée, et les deux peuvent se dire sans aucun problème. Le jeune homme grandit, mais il ne ressemble pas vraiment à ses parents. Comme Édipe le raconte lui-même dans le dénouement de la pièce de Sophocle, un soir, un convive un peu éméché le lui fait remarquer. Édipe va donc voir ses parents adoptifs, Polybe et Mérope, afin de tirer les choses au clair. Mais ceci nie tout en bloc. Comme il veut en avoir le cœur net,
Édipe va donc se rendre à l'oracle de Delphes. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme Édipe l'avait prévu. Non seulement l'oracle refuse de répondre à ses questions, mais en plus elle le chasse en lui disant qu'il va tuer son père et épouser sa mère. Et c'est là que ça devient drôle. Ou triste, c'est selon. Toi, tu vas encore nous faire une digression. Oui, car ce qui va se passer incarne vraiment la notion de tragique, et c'est une idée qu'on va retrouver dans plusieurs cultures. Je vais prendre l'exemple du rendez-vous de Samarcande. Cette histoire se passe à Bagdad, et met en scène un jeune vizir en pleine santé, qui est sur la place du marché, et qui, tout d'un coup, rencontre la mort, qui était en train, elle aussi, de faire son marché, après tout pourquoi pas, et celle-ci le pointe du doigt en le regardant d'une drôle d'expression. Mort de trouille, le vizir court donc voir le calife, et le supplie de le laisser partir, car il est persuadé que la mort vient le chercher. D'abord étonné, le calife finit par accepter la requête de son vizir, et celui-ci décide de partir à l'autre bout du pays, à Samarcande. Le calife a quand même l'intention d'en savoir plus. Il décide donc d'aller chercher la mort, et pour cela il se rend au marché, car apparemment le marché de Bagdad c'est un peu le QG de la mort. Il finit par la trouver, et lui demande d'expliquer ce que signifiait son geste. Et la réponse de la mort est une belle illustration de ce qu'on peut appeler l'ironie tragique. En effet, elle lui explique que c'était un geste d'étonnement, car certes, elle avait l'intention de prendre le vizir le soir même, mais pas à Bagdad, à Samarcande, précisément là où il s'est enfui. Et c'est un peu la même chose qui arrive à Édipe. Il va provoquer ce destin en cherchant à tout prix à l'éviter. Ainsi, dès qu'il a entendu l'oracle, il décide de partir pour éviter que la prophétie ne se réalise. Arrivé à un carrefour, Édipe tombe sur un char. Sans entrer dans les détails, en gros une histoire de refus de priorité, une bagarre éclate, et Édipe tue tout le monde. Parmi eux, il tue aussi le propriétaire du char, qui, les moins vifs d'entre vous l'auront compris, était en réalité son père Laios. Édipe, à ce moment-là, l'ignore. Et dans la pièce de Cocteau, il va même jusqu'à se vanter devant le Sphinx d'avoir tué cet homme qui était en réalité son propre père. Et c'est juste après cet épisode qu'il tombe justement sur le Sphinx. Ah ouais, je sais, comme en Égypte. Non. Le Sphinx d'Égypte, tu oublies, rien à voir. D'abord parce que la créature grecque est une créature féminine, que l'on appelle d'ailleurs parfois la sphinge, et ensuite parce qu'elle est composée d'une tête de femme, d'un corps de lion, d'une queue de serpent et d'ailes d'aigle. Bref, c'est pas tout à fait la même chose que le Sphinx d'Égypte. Même si, dans les deux cas, c'est un truc assez moche. Et en plus de ne ressembler à rien, la sphinge est plutôt du genre relou. En effet, elle pose une question à tous ceux qu'elle rencontre, et les tue s'ils ne sont pas capables d'y répondre. Un peu comme Gollum dans le Hobbit. Une version assez originale de la rencontre entre le Sphinx et Édipe se trouve dans l'acte 2 de la Machine infernale de Cocteau. Dans cette pièce, la sphinge est représentée sous les traits d'une jeune femme un peu dépressive et lassée de tuer, et qui surtout tombe sous le charme d'Édipe. Avant de lui poser sa célèbre énigme, quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, se tient sur 2 l'après-midi et sur 3 le soir, elle lui donne déjà la réponse, l'homme. Ainsi, quand, pour une raison que vous verrez en lisant la pièce de Cocteau, elle est obligée de lui reposer la question une deuxième fois, il a déjà la réponse. Et, comme il a bien répondu, elle est obligée de se tuer. Édipe, qui n'a pourtant aucun mérite, s'enorgueillit de cette victoire, et a pour principale préoccupation la pose qu'il prendra quand il entrera dans la ville. Il veut en effet avoir l'air le plus classe possible, ce qui évidemment le rend ridicule, et désacralise un peu son côté héroïque. Une autre reprise intéressante se trouve dans Pyramide de Terry Pratchett, où l'épisode est assez joliment parodié. Je ne peux que vous en conseiller la lecture. C'est au premier degré que cet épisode était traité chez les anciens, et en particulier dans Édipe roi de Sophocle, où là aussi, Édipe s'enorgueillit d'avoir réussi à résoudre l'énigme, sans se rendre compte toutefois que la cause des malheurs qui s'abattent sur la ville, c'est lui. Comme depuis la mort de Laios, le trône de Thèbes est vacant, et que Édipe a vaincu le Sphinx qui terrorisait la ville, il a gagné le droit de monter sur le trône, et aussi d'épouser l'ancienne femme du roi, à savoir Jocaste, c'est-à-dire sa propre mère. Les années passent, d'ailleurs Cocteau laisse une ellipse de 17 ans entre les actes 2 et 3 de sa pièce, et la petite famille s'agrandit. Édipe et Jocaste ont 4 enfants, 2 jumeaux, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Ismène et enfin Antigone, la petite dernière.
Toutefois, au bout de quelques années, une peste frappe la cité de Thèbes. C'est d'ailleurs sur cet épisode que s'ouvre la pièce de Sophocle, et il constitue également le troisième acte de celle de Cocteau. Afin de réussir à mettre fin à cette malédiction, il faut absolument trouver le responsable du meurtre de Laios. C'est une véritable enquête policière qui est menée pour retrouver le meurtrier de Laios. On fait des recherches, Édipe a envoyé Créon, le frère de Jocaste, au sanctuaire de Delphes, et surtout, on fait venir Tirésias, le devin de la ville. Je sens qu'on va avoir droit à une digression sur Tirésias. Il a vraiment une histoire intéressante. Plusieurs versions du mythe de Tirésias existent, mais la plus intéressante est celle qu'on trouve dans le livre 3 des Métamorphoses d'Ovide. Tirésias se promenait en forêt, quand soudain il aperçoit deux serpents qui s'accouplent. Il ne trouve rien de mieux à faire que les déranger en leur donnant un coup de bâton, et là, pouf, il est transformé en femme. Ce changement de genre dure 7 ans. Alors qu'il se baladait dans la même forêt, il retombe sur les deux serpents en train de s'accoupler encore une fois. Il décide donc de les déranger à nouveau, et redevient un homme. Quelques années plus tard, Zeus et Héra ont une dispute, comme peuvent en avoir tous les couples, sauf que là, l'objet de la dispute porte sur le fait de savoir qui, de l'homme ou de la femme, a le plus de plaisir durant l'acte sexuel. Et qui de mieux pour répondre que quelqu'un qui a connu les deux genres? Le couple divin décide donc d'interroger Tirésias, qui répond que c'est la femme, ce qui était également la réponse de Zeus. Héra, qui n'apprécie pas vraiment la contradiction, décide de punir Tirésias en le rendant aveugle. Zeus, qui n'a pas envie d'avoir une énième dispute avec son épouse, décide de ne pas revenir sur la punition qu'Héra lui a infligée, mais choisit au contraire de lui offrir le don de seconde vue. Tirésias peut ainsi voir l'avenir. Et c'est ainsi que Tirésias devient le devin attaché à la ville de Thèbes. Dans la pièce de Cocteau, il est un peu ridiculisé. Jocaste le surnomme Zizi, il est représenté comme un vieillard, et il est incapable de voir certaines choses, en particulier le fantôme de Laios au début de l'acte 1. Dans la pièce de Sophocle, Tirésias essaie de faire comprendre à Édipe la vérité, mais, et ça c'est le cas dans les deux pièces, Édipe, persuadé que Créon fomente un complot contre lui pour le détrôner, refuse de voir la réalité. C'est un messager venu de Corinthe qui va permettre la révélation. Celui-ci apprend à Édipe la mort de Polybe, son père. Édipe, ce qui étonne tout le monde, se réjouit de cette nouvelle. En effet, si Polybe est mort de vieillesse, c'est qu'il ne l'a pas tué, et donc que la prophétie ne s'est pas accomplie. Le messager apprend alors à Édipe la vérité sur ses origines. Jocaste s'enfuit. Elle comprend d'où viennent les marques sur les pieds d'Édipe. Il peut paraître étonnant qu'elle n'ait pas fait le lien en 17 ans de mariage. Ce point est d'ailleurs évoqué dans la pièce de Cocteau. Dans l'acte 2, on voit que Jocaste pose la question à Édipe, mais elle choisit de ne pas faire le lien. Dans les autres versions du mythe, ce point est soigneusement évité pour éviter les incohérences. On apprend par la suite que Jocaste s'est pendu, ce qui, chez Cocteau, était annoncé par le fait que souvent son écharpe se coinçait et l'étranglait. Édipe, quand il a à son tour compris la vérité et à quel point il a été aveugle, décide de se crever les yeux et d'abandonner le pouvoir. Cette thématique de l'aveuglement et de l'incapacité à voir ce qu'il avait sous les yeux est assez bien préparée dans les deux pièces. Ces deux pièces, que l'on peut lire ensemble, traitent chacune à leur manière de cette partie du cycle thébain que l'on appelle l'Édipodie, qui est donc le mythe d'Édipe, en mettant en avant l'impossibilité de l'homme de lutter face à son destin. Ce fatalisme, toutefois, est à nuancer, en particulier chez Cocteau. Ainsi, si chez Sophocle, on joue non seulement sur le destin, mais aussi sur la dualité du personnage, avec un Édipe qui incarne à la fois celui qui sait, qui arrive à comprendre, et celui qui est violent et qui doit donc être puni, on a chez Cocteau au contraire une version un peu bouffonne du personnage, qui n'est pas vraiment dans le savoir, mais plutôt dans la représentation, et qui finalement se retrouve malheureux et qui doit se punir lui-même. L'automutilation le forçant à devoir vivre, quoi qu'il arrive, avec ses fautes. Voilà, cet épisode sur Édipe est terminé, j'espère qu'il n'était pas trop complexe. Tu refais une blague de ce genre, c'est tes yeux qui vont être crevés. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler avec un pouce bleu. Si vous avez une question ou une remarque, faites-le savoir dans les commentaires. Pensez également à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à la page Facebook ou au compte Twitter pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.